Ça, c'est nous au Japan Tour Festival. On a eu la chance d'être invités à l'événement avec un petit stand pour présenter notre travail. Pendant 3 jours, comme le veut l'expression consacrée, on a voyagé au Japon entre tradition et modernité, entre arts ancestraux et pop culture. Et on n'a pas fait que regarder les spectacles et les démonstrations. Non, on s'est aussi initié à la danse traditionnelle ou encore à la pratique du sabre. Et on a rencontré des artistes dont les créations méritent vraiment un éclairage. Allez, suivez-nous dans les allées du Japan Tour Festival, on vous montre tout ça. Premier arrêt devant une expo surprenante. Ici, les sujets, ce sont des poissons ou encore des poulpes. Ça s'appelle le gyotaku. C'est un art ancestral japonais qui consiste à prendre l'empreinte des poissons. Gyo voulant dire poisson et taku, empreinte. Et à l'époque, au 19e siècle, les pêcheurs japonais se servaient de cet art pour garder un souvenir de leur plus belle prise. Et concrètement, comment est-ce que l'artiste s'y prend? C'est le poisson qui me sert d'empreinte, de matrice. Je pose mon poisson sur la table, bien préparé, bien nettoyé. Je l'enduis d'encre de Chine ou d'encre de sèche ou d'encre couleur. Une fois que c'est subtilement fait, parce qu'il y a quelques subtilités... Oui, c'est pas juste on jette l'encre dessus, on badigeonne et on y va. Non, c'est un peu plus subtil que ça, c'est force et délicatesse un petit peu. Et ensuite, lorsque c'est fait, je plaque un papier japonais très très fin, un papier washi, d'un feuille de riz. Je vais bien envelopper mon poisson dedans, je retire mon papier et j'ai mon empreinte, si j'ai bien travaillé. Alors, comment on se retrouve à faire cet art? Parce que c'est pas quelque chose qui s'apprend à tous les coins de rue en France. Non, effectivement. Alors, c'est une exposition que j'avais vue à Paris il y a extrêmement longtemps, il y a 10-15 ans. Et c'était resté dans un coin de ma tête, ça avait bien interloqué. Et j'ai une formation de graphiste, un peu japanophile, donc un peu marre de l'ordinateur et j'ai voulu revenir un petit peu au basique. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais essayer cette technique. Donc j'étais acheté du poisson, de l'encre, du papier. Vous avez essayé comme ça, Comme ça. Oui, comme ça, à l'instant, à la brutale. Et bon, pendant un an et demi, j'ai fait des pâtés quand même. Ça paraît extrêmement facile, mais comme beaucoup d'art japonais, c'est extrêmement compliqué. Et donc, pendant un an et demi, j'ai fait des pâtés. Et au fur et à mesure du travail, bon, j'ai réussi à sortir 2-3 trucs. Mais à la fin, j'ai quand même fait des formations chez des maîtres. Et je suis maintenant élève de 2 maîtres. On reste dans la tradition avec le groupe Takarabune. On a profité d'un atelier pour découvrir leur danse. Awa Odori, danse d'Awa, c'est le nom d'un festival qui a plus de 400 ans, célébré en août à Tokushima. Des milliers de musiciens et danseurs défilent alors dans les rues. On change d'ambiance avec un stand qu'il était difficile de louper. Des reproductions tout en métal du Cyberlab de Capitaine Flamme ou de l'Odysseus d'Ulysse 31, l'œuvre d'Olivier Duhec, un quadragénaire biberonné aux animés. On l'a interviewé devant sa pièce maîtresse, le vaisseau d'Albator. L'Arcadia 84 a été signé par Luigi Matsumoto en 2019 à la Japan Paris. Et ça, c'est tout un honneur. Recréer ces vaisseaux, c'était l'envie d'Olivier Duhec dès l'enfance. Les premières tentatives, c'était avec des Lego. Mais pas assez de temps, pas assez grand à son goût. Et en ayant fait des call-boules par la suite à la technique du métal, j'ai pris le temps de le faire, 1 année, et puis voilà ce que ça donne. Tout de suite, vous êtes artiste, quand vous avez voulu créer, tout de suite, ça a été, vous êtes dit, je vais refaire les vaisseaux de mon enfance. C'est lui qui en découle en fait, oui. J'en ai fait un, pourquoi pas en faire 2? Allez, vu qu'on en a fait 2, on va essayer d'en faire un 3e. Et puis du coup, on va essayer de faire la collection des années 80. Et le dernier en date, c'est celui-là, c'est le Cyberlab à finir. Et pour finaliser l'ensemble des vaisseaux, on va faire le soucoupe de Goldorak. Tout est en métal, 100% métal. Laiton et aluminium, oui. Qu'on voit pas forcément parce qu'après il y a les traitements de surface comme la patine, les vernis colorés. Et le seul vaisseau qui est encore brut laiton, c'est le Cyberlab. Et alors un vaisseau comme celui-là par exemple, c'est combien d'heures? On parle en mois. Voire limite un vaisseau, c'est 1 année un vaisseau. Le temps de faire les recherches, mettre au plan à l'échelle, détailler les techniques d'assemblage, passer à la réalisation, démonter, traiter les pièces, remonter, électrifier,
Prêt à l'emploi, 1 an. On s'est frotté à des arts bien différents. Alors que l'un faisait l'apprenti samouraï en s'initiant au Iaido, l'autre testait ses talents de doublage sur une scène de Cowboy Bebop. Laisser une jeune fille comme vous dans un endroit comme celui-là, ça se fait pas. J'espère que vous n'avez pas des idées tordues derrière la tête. Nous les Roms, on parcourt l'univers de planète en planète à la recherche du grand amour. C'est notre vie. Hein? Les Roms, les Gitans, espèce de crétins cosmiques, jamais entendu parler? Bon, ça va, j'ai compris, je la boucle. Mais détachez-moi les mains, je peux même pas utiliser les toilettes si jamais j'ai une envie pressante. Le Japan Tour Festival nous a permis de revoir des têtes connues, sur lesquelles on a déjà fait des vidéos. Cyril Copini, l'artiste de Rakugo, une sorte de stand-up assis, Emma Obadina, la pâtissière spécialiste de Nerikiri, ou encore Enishi, la troupe de taiko de Saint-Cyr-sur-Loire. Et on a aussi fait de belles rencontres. Sur le stand voisin du nôtre se trouvaient Sandrine et Fred. Elle est historienne de l'art, lui se démarque par son coup de crayon. Alors oui, je suis venue présenter la vie de Léon Dury. C'est ce monsieur là avec son air renfrogné. Et en fait, c'est un des pionniers du rapprochement culturel entre la France et le Japon. C'est lui le premier qui s'est dit qu'entre la culture française et la culture japonaise, qui sur le papier n'avaient rien à voir, mais en fait, il pouvait y avoir beaucoup de points communs. Et il s'est donné comme mission de faire connaître la culture française au Japon et la culture japonaise en France. Tout ça, il y a un peu plus de 150 ans. Moi, ma passion, c'est vraiment de découvrir des personnages historiques oubliés et de les remettre en lumière. Et c'est pas toujours évident parce que justement, le principe, c'est qu'ils ont été oubliés. Et là, c'est du fait que je vis dans le village où il est né, que j'ai eu connaissance de son existence et qu'après, j'ai creusé un peu plus pour retracer tout son parcours et toute sa vie. Ça a été un travail de combien d'années? Il m'a fallu 5 ans. Entre le moment où je me suis intéressée à Léon et le moment où j'ai commencé à écrire le livre, donc qui est la synthèse en fait des 5 années de recherche. Est-ce que tu peux nous dire, alors ça va être difficile d'être super synthétique parce que sa vie elle est hyper riche, mais peut-être quelques réalisations de Léon Dury justement concrètes dans ce partage de culture? Alors il y a plusieurs choses parce qu'il a exercé plusieurs métiers, donc c'est un peu compliqué de choisir une seule chose puisqu'il a été prêtre, il a été médecin, il a été diplomate, il a été enseignant, donc il y a quand même beaucoup de choses. Je dirais déjà il a fondé des écoles françaises au Japon. Notamment à Kyoto au début des années 1870 et en fait la particularité de cette école qu'il avait fondée, c'est qu'au lieu d'apprendre uniquement la langue, il apprenait vraiment la culture française aux jeunes japonais. Donc ça voulait dire l'histoire, la géographie, la littérature, la musique, enfin vraiment tout ce qui fait la culture française, la gastronomie, tout. Donc ça c'est un élément marquant. Et un deuxième, c'est l'accord qu'il avait passé avec la préfecture de Kyoto pour pouvoir faire venir des étudiants japonais en France pour qu'ils puissent étudier en France. Et c'était une première en fait, ça n'existait pas, c'est vraiment vraiment les débuts, les prémices des échanges entre étudiants type Erasmus, donc c'est vraiment le premier à avoir eu cette idée-là. Du coup, Léon Dury, il est connu au Japon. Alors un peu moins maintenant parce que plus le temps passe, plus évidemment ça s'étiole. Mais effectivement, là où en France on l'a complètement oublié depuis quasiment, les années qui ont suivi sa mort. En fait, dès qu'il y a plus de personnes qui l'avaient connu, qui ont parlé de lui, il a été complètement effacé de l'histoire de France. Par contre, au Japon, il est resté presque même vénéré pendant très très longtemps, jusque dans les années 1950, on parlait encore de Léon Dury. Et aujourd'hui encore, dans l'Institut français de Kyoto, eh bien, il y a encore sa photo dans les couloirs, il y a un monument à sa mémoire qui est dans les jardins de l'école, et les étudiants qui étudient là-bas connaissent Léon Dury. Retour dans le présent pour parler d'un aliment typiquement japonais. Le Kit Kat. Et oui, si vous ne savez pas, ces friandises, c'est pas du tout le même délire là-bas. Des Kit Kat, donc il y en a, comme d'hab, il y en a 250 sortes. Et là, ce qui est bien, c'est qu'il y a des mini Kit Kat, juste 2 petites barres. Et donc comme ça, on pourra découvrir plein de trucs totalement bizarroïdes et totalement introuvables ailleurs en France, vu qu'on a que le Kit Kat normal. Donc on va se prendre le cheesecake. Pêche, ah ben oui, du chocolat à la pêche, tout à fait normal. Thé au lait, ça me branche moyen. Ouais. Mochi ou haricots rouges, bien sûr. Là, on a pomme cannelle, ah ben oui, pomme cannelle, parfait. Et ça, qu'est-ce que c'est ça? Fraise, je suis pas sûr. Matcha latte, est-ce que tu veux matcha latte? Matcha latte? Eh ben allez, matcha latte. Cet engouement pour le Kit Kat sous plein de formes est étonnant. Et assez récent. En 2000,
la marque n'avait rien de très populaire. Et puis, Nestlé Japon a voulu essayer de nouveaux parfums. Ça a commencé par fraise, proposé d'abord uniquement à Hokkaido. Et la marque s'est rendue compte que la friandise était très populaire parmi les touristes. Aujourd'hui, on en est à quelques 400 parfums, dont certains disponibles uniquement dans certaines régions. Ce qui en fait de parfaits omiyage, les cadeaux qu'on rapporte de voyage. On part maintenant voir un artiste qui incarne parfaitement le lien entre tradition et modernité avec ses créations, des masques. On a les classiques, on a le Hanya, là en couleur très traditionnelle, le blanc qu'on voit un peu partout au Japon. Puis j'ai des couleurs un peu plus spéciales comme ici en mode rétro wave, un peu avec des couleurs un peu holographiques et tout. J'essaye toujours d'un petit côté artistique, mais aussi garder du traditionnel parce que j'aime la tradition. Mais c'est vrai que j'aime bien aussi avoir une petite modernité là-dedans. Comme on dit, le Japon entre tradition et modernité, j'essaye aussi de mettre ça là-dedans du coup. Et je vois que tu as des Tengu aussi. Ouais, il y a Tengu aussi, il y a Yotoko aussi. On a le Kitsune qui est assez connu en fait dans le milieu des masques de théâtre japonais du coup. Et moi en fait j'aime bien avoir une petite touche personnelle et du coup il est jamais représenté avec des cornes. Et faut savoir que le Kitsune, plus il a de queue, plus il est puissant. Et moi j'ai voulu représenter ça par des cornes du coup. Et donc là il a sa forme la plus puissante, le démon renard à 9 queues, appelé Kyuubi aussi dans certains animés, mangas et tout. J'ai aussi des créations qui sont totalement différentes. J'ai voulu mixer donc les masques de Oni et le Majora Mask, donc il a une forme totalement différente. Comment tu t'es mis à créer ces masques? Alors tout simplement en fait c'est un retour d'un voyage au Japon. Je voulais acheter du coup des masques sur place, mais c'est vrai que le budget était un peu serré, du coup ça coûtait très cher sur place en bois. Et du coup je me suis dit comme je sais le faire moi-même, autant le faire soi-même du coup. Et ça vient de là tout simplement, juste pour décorer chez moi. Et puis j'ai quelques amis fans du Japon qui sont venus à la maison et qui m'ont dit mais j'en veux trop un. Et du coup c'est parti de là en fait. Alors tu dis que tu sais les faire, c'est quoi ta formation? Alors du coup je suis autodidacte tout simplement, mais à la base je suis artiste peintre sur statut de collection sous licence officielle d'animé, manga, etc. comics. On finit cette balade au Japan Tour Festival avec un hommage à un grand monsieur, Leiji Matsumoto, l'auteur d'Albator, malheureusement décédé cette année. On a rencontré Julien Pirou, qui vient de sortir un livre dédié à cette légende du manga et de l'anime japonais. Alors Matsumoto, c'est un auteur qui date, il est décédé cette année. Pourquoi c'est important de faire partager son œuvre? Leiji Matsumoto, c'était, malheureusement, j'ai toujours du mal à parler de lui au passé, mais c'était l'un des derniers représentants d'une certaine génération de mangaka, ceux qui ont immédiatement embrayé le pas à Tezuka. Donc voilà, il représente tout un pan de l'histoire du manga et aussi de l'explosion de l'animation japonaise, parce que Matsumoto il a participé à une série, il était directeur artistique disons d'une série qui s'appelle Uchu Senkan Yamato, qui a été un énorme succès, pas immédiatement mais sur la durée, et a ensuite inspiré des tonnes de séries de Gundam à Macross, tous sont des héritiers de Yamato, donc ça a lancé le boom de l'animation japonaise au Japon. Puis ensuite, à la fin des années 70, avec Albator 78, avec Galaxy Express 999 surtout, qui au Japon est la grosse série de Matsumoto, il y a eu le Matsumoto boom, ce qu'on appelle, où il y a 5 ans où il est omniprésent, et son impact, son influence a été considérable sur le développement de l'animation japonaise. C'est pas pour rien qu'en France on parle de génération Albator, c'est parce que c'est finalement par lui que l'animation japonaise est arrivée en France, avec Goldorak aussi évidemment, bien avant, et Candy, mais Albator, voilà, ça a été, on va dire, la confirmation que l'animation japonaise était là pour durer en fait. Leiji Matsumoto en fait est le fils d'un pilote, donc Tsuyoshi Matsumoto, son père, était un des premiers pilotes japonais entraînés par la mission aéronavale française au Japon, la mission FOR. Donc en 1919, le père de Matsumoto est entraîné par des pilotes français à piloter sur des biplans à l'époque.
Voilà, et ce qui va faire de lui ensuite, il va avoir une longue carrière en tant que pilote d'essai et ensuite pendant la Seconde Guerre mondiale être appelé au front en tant que pilote chef d'escadron. C'est grâce finalement à des instructeurs français qui ont appris au père de Matsumoto à piloter, qui va avoir cette passion, qui va grandir entouré d'avions, de machines qui vont l'inspirer, cette passion pour l'aviation, cette passion pour les pilotes, toute cette esthétique, qui sont des choses qu'on va retrouver dans toute son œuvre. Pour tout savoir sur le mangaka, le livre de Julien Pirou est sorti le 5 juillet aux éditions Inis. Ce devait être un hommage à ses 70 ans de carrière. Malheureusement, c'est devenu un hommage posthume. Voilà, c'est fini pour ce petit tour du Japan Tour Festival. On espère que ça vous a plu. Nous, on a passé un très bon moment. Un grand merci à l'organisation de nous avoir invités. À bientôt sur Culture Japon, et on laisse le dernier mot à ce dessin que Fred nous a offert.